J'ai parlé des changements globaux ce matin, qui sont de différentes natures. Le changement climatique est un des changements globaux. Si on parle purement de changements environnementaux, il y a les questions des sols, les questions de biodiversité, les questions des grands cycles biochimiques, etc. Effectivement, tout ça est en interaction. Changer les sols, ça influe sur le climat. Changer ce qu'on fait des sols, qu'on fasse de l'agriculture comme ci ou qu'il y ait de la forêt, ça change le climat. Changer le climat a un impact sur le type de végétation qu'il y a sur les sols, etc., etc. Pour prendre qu'un seul exemple, tout est en interaction. Donc la question principale que j'ai voulu mettre en évidence ce matin, c'est que se préoccuper uniquement du changement climatique, il faut se préoccuper du changement climatique, mais ça peut induire un transfert de problématiques, soit sur le changement climatique lui-même, soit sur d'autres problématiques de changements globaux. Et donc il est nécessaire de penser les actions, non pas de façon sectorielle, mais systémique. Les impacts dans la vallée du Grésivaudan, ils ne sont pas spécialement spécifiques par rapport au reste de la France, ou voire même d'une partie de l'Europe. Le premier impact évident, c'est des impacts de sécheresse, et donc à la fois sécheresse des sols, mais aussi à terme disponibilité de l'eau douce. Et du coup, ça a un impact sur le type d'activité qu'on va avoir dans le Grésivaudan en termes, par exemple, d'activité agricole. Après, il y a d'autres catégories d'impact sur des événements extrêmes. Ça relève aussi de la sécheresse, mais là, il s'agit vraiment, par exemple, de phénomènes caliculaires ou, à moindre échelle peut-être, mais il faut voir dans le futur des pluies torrentielles. La forêt peut subir plein de pressions en liaison avec le changement climatique. Et en général, une forêt qui n'est pas dans ses régimes normaux de température, on a vu ça dans la région en 2003 pendant la canicule, peut se mettre dans des modes très choqués, voire mourir. Alors ça ne s'est pas produit en 2003, mais peu d'arbres sont morts, mais ça aurait pu arriver de façon massive, par exemple, si on avait eu plusieurs sécheresses successives, pas forcément aussi intenses que 2003, mais du même ordre, par exemple. Par exemple, ces dernières années, mais on n'a pas encore trop vu ici, mais ces dernières années, sur les 6-7 dernières années, il y a dû y avoir au moins 5 ou 6 années de sécheresse en France. Et ça a eu des impacts majeurs dans d'autres territoires. Ici, on ne l'a pas encore beaucoup vu, mais ça peut très bien arriver. Mais ils sont tous importants. Il faut faire attention au transfert géographique, c'est-à-dire régler un problème ici, mais produire un problème ailleurs, le même ou un autre. Il faut faire attention au transfert sectoriel, c'est-à-dire produire une amélioration du changement climatique, par exemple, mais dégrader les questions de biodiversité ou autres. Et puis, il y a des questions de transferts sociaux, c'est-à-dire les riches sont majoritairement responsables, les riches, à la fois les pays riches et les riches en tant qu'individus, sont majoritairement responsables du changement climatique, mais aussi d'une bonne partie des autres types d'impacts. Et pourtant, ceux qui subissent le plus les impacts, c'est les plus pauvres, et ceux qui ont le moins les moyens d'y faire face, c'est les plus pauvres. Donc là, il y a un problème non seulement de justice environnementale et sociale, mais également de transfert de responsabilité. Donc il faut être vigilant sur tous ces points en termes de mesures. Après, c'est très difficile. De toute façon, il faut faire des compromis. Il n'y a pas de solution sans compromis avec le nombre de personnes qu'on est actuellement, que ce soit dans les pays riches, les pays pauvres ou sur l'ensemble de la planète. Y a-t-il des raisons d'espérer? Effectivement, il y a plusieurs raisons. Je pense peut-être, comme on parle beaucoup du changement climatique, une des premières raisons d'espoir, c'est que, pour l'instant, on a déjà écarté le scénario le pire du GIEC. On n'est plus dessus. On est sur des scénarios intermédiaires, mais on n'est plus sur le scénario pire du GIEC. Ça ne veut pas dire qu'on l'a écarté définitivement. On pourrait y revenir, par exemple, s'il y a de nouveau un redéploiement massif du charbon. Mais pour l'instant, on n'est plus sur le scénario pire. La deuxième raison d'espérer, c'est que de toute façon, il y a toujours des marges de manœuvre. La question, c'est pas tout est foutu, tout n'est pas foutu. Non, c'est pas vrai. D'une part, les évolutions sont lentes, donc il y a malgré tout des capacités d'adaptation. Et puis ensuite, il y a toujours des marges de manœuvre.